Au sommaire ce soir, l'attentat d'hier soir à Londres, revendiqué par l'IRA, un attentat qui remet sérieusement en cause le processus de paix en Ulster, après une trêve d'1 an et demi. La fin du voyage en Corse de Jacques Toubon qui demande aux magistrats d'appliquer une justice implacable et incontestable. La visite de Jean-Marie Le Pen à Moscou à l'invitation du leader russe ultranationaliste Jirinovski. La qualification de l'équipe de France de tennis pour les quarts de finale de la Coupe Davis aux dépens du Danemark. Et l'ouverture ce soir à Monte-Carlo du Festival international de télévision. Invité le prince Albert de Monaco, président de ce festival, et Geraldine Chaplin, l'une des héroïnes des voyages de Gulliver, que vous découvrirez très prochainement sur France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. À Londres, les policiers ont retrouvé un cadavre parmi les décombres des immeubles soufflés par l'attentat à la bombe d'hier soir. D'autre part, 2 riverains sont toujours portés disparus et un homme de 55 ans lutte toujours contre la mort dans un hôpital de Londres. Après cet attentat provoqué par l'explosion d'une camionnette piégée contenant une demi-tonne d'explosifs, attentat qui a été revendiqué cet après-midi par l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Tout de suite le point avec notre correspondant permanent Bernard Lebrun. Les pompiers le redoutaient. En fouillant les débris, un corps a été retrouvé ici même, près de la station quai sud du métro aérien des Docklands. 24 heures après l'attentat, le bilan s'alourdit car 2 autres personnes sont portées disparues. De plus, un homme de 55 ans parmi les 7 blessés graves est ce soir entre la vie et la mort dans cet hôpital de Whitechapel où ont été évacuées cette nuit une centaine de personnes. Ce samedi, Londres est resté sous haute surveillance. Jamais on n'a vu autant de bobbies à l'entrée de la City, le quartier des affaires, cible favorite de l'IRA. Mieux valait avoir une Rolls pour y entrer. Les plus surveillés, les estafettes, car c'est un van de ce type qui a servi hier soir de véhicule piégé, bourré d'une demi-tonne d'explosifs selon la police. Dès lors, l'on comprend mieux l'importance des dégâts. Un véritable bombardement, comme le confirment ces images d'archives de la Midland Bank, filmées peu de temps auparavant. Unique revendication, les membres de cette armée clandestine. Le commandement militaire de l'IRA a clairement reconnu l'attentat par ce message téléphonique. La bombe a été déposée sous instruction directe de la direction de l'armée républicaine irlandaise. L'IRA donc, les militants catholiques nord-irlandais dont le siège de la branche politique se trouve ici, à Belfast. Cet après-midi, nous avons pu y rencontrer son leader, Gerry Adams, qui ne semble plus vraiment tenir ses troupes en main. Nous n'avons jamais dit que nous avions un quelconque pouvoir sur l'IRA. Sinn Féin n'est pas l'IRA et l'IRA n'est pas Sinn Féin. Aveu d'impuissance ou aveu tactique? Moi c'est moi, eux c'est eux. Autre question, y a-t-il encore une IRA ou des IRA? L'assassinat la semaine dernière de Gino Gallagher, leader d'une autre faction catholique, l'INLA, est l'aveu de sanglantes divisions. Au lendemain de cet attentat à Londres, une chape de plomb est retombée sur la ville de Belfast qui a retrouvé en quelque sorte ses habitudes vieilles de 25 ans de guerre avec policiers en gilet pare-balles, patrouilles de véhicules blindés et séparation des quartiers catholiques et protestants. Éric Monnier. La réapparition de ces militaires dans les rues de Belfast, voilà la première conséquence de l'attentat d'hier. Des soldats sortis des casernes pour venir prêter main forte à la police royale d'Ulster qui multiplie les barrages aujourd'hui. Les policiers, tendus, ont repris leur gilet pare-balles abandonné l'an dernier. L'accès à l'aéroport est à nouveau sous contrôle. Les points de passage entre quartiers catholiques et protestants sont placés sous haute surveillance. Seul le centre-ville où se côtoient catholiques et protestants garde encore une apparence tranquille, une apparence seulement. Je suis à nouveau très triste de voir tout ça revenir. C'était bien de voir la police se comporter comme si nous vivions dans un pays normal. Maintenant, on va revoir toutes les nuits des gens se faire tuer. Tout recommence. Dans ces rues de Falls, le quartier catholique de Belfast, on parle aussi des négociations au passé, mais à l'inverse, sans regretter la rupture de la trêve. On aurait dû rompre le dialogue il y a longtemps, on ne pouvait rien en tirer, on n'en a rien tiré. Après 17 mois de cessez-le-feu et d'espoir, l'histoire semble marcher à reculons. Et Belfast ressemble un peu, depuis hier, au Belfast des années de guerre. L'explosion de cette voiture piégée au cœur de Londres a fait des victimes innocentes, on l'a vu, mais aussi sans doute beaucoup de dégâts politiques. Nous retrouvons tout de suite en direct de Londres notre correspondant Bernard Lebrun. Bernard, est-ce que le processus de paix en Ulster est sérieusement remis en question ce soir? Bien, tout d'abord, Bruno, je voudrais vous faire part de l'immense émotion qui envahit la presse britannique aujourd'hui. Ce journal titre « C'est la guerre », un autre titre sur le bombardement de Londres par l'IRA. Et il est vrai que l'ensemble de la population londonienne a très peur de revenir en arrière dans ces années de
conflit et de guerre. Je vous rappelle que le dernier attentat dans la City a eu lieu en 1993. La question que se posent ce soir les Britanniques, c'est de savoir si John Major a raté cette chance politique, cette occasion incroyable de résoudre ce conflit par la voie de la négociation politique. Que s'est-il passé? Pourquoi en est-on arrivé là? Eh bien tout simplement, un grand nombre de conditions ont été ajoutées progressivement durant ces 17 mois de cessez-le-feu. Et désormais, on demande qu'auparavant, avant que l'IRA s'assoie enfin à une table de négociation avec le gouvernement britannique, on demande qu'il y ait des représentants élus. Le grand problème, on le sait en Irlande du Nord, les catholiques qui sont les plus actifs sont aussi minoritaires dans ce pays. Alors Dublin, qui est aussi en République d'Irlande totalement membre de ces négociations, totalement membre et partie de ces négociations, fait une proposition ce soir. Il demande que la méthode qui a été appliquée à la Bosnie, c'est-à-dire ce sommet de Dayton, lorsque le président Clinton a décidé de réunir dans une même pièce, jusqu'au bout, jusqu'à attendre qu'on sorte avec une véritable solution pour la Bosnie, Dublin, le Premier ministre irlandais, demande que cette méthode soit appliquée ce soir à la République d'Irlande. Merci Bernard Lebrun pour ces tout premiers commentaires. Pour ce qui concerne le reste de l'actualité ce soir, tout d'abord un véritable vent de scandale qui souffle actuellement sur Belfort, où la garde à vue du PDG américain d'origine bulgare de la société Gigastorage a été prolongée aujourd'hui de 24 heures. Les enquêteurs se posent pas mal de questions sur les fluctuations du capital de cette entreprise et certains évoquent même un éventuel blanchiment de capitaux en provenance des pays de l'Est. À Belfort, en tout cas, on s'inquiète pas mal car cette entreprise largement subventionnée devait ouvrir lundi prochain ses portes. Reportage Christine Boss, Sylvain Gauthier. Bisser Dimitrov, le PDG de Gigastorage, a perdu de sa superbe. Après 48 heures de garde à vue, il vient d'être déféré devant le parquet de Belfort. Cherchons à caractériser les éléments d'une enquête qui laisse supposer qu'il existe des délits à caractère financier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas convaincu que M. Dimitrov voulait vraiment créer des emplois? Pas vraiment. Une nouvelle qui résonne ici comme un coup de tonnerre. Car à Belfort, Bisser Dimitrov, c'était un peu le sauveur. Il avait promis de créer 270 emplois dans l'informatique, une aubaine depuis la fermeture de Bull. Mais aujourd'hui, le conte de fées tourne au scandale. Déjà fin janvier, l'homme d'affaires américain d'origine bulgare avait tenté de faire entrer illégalement en France une quarantaine de travailleurs malais qui devaient lancer la production de disques durs à Belfort. Une affaire qui a choqué car l'implantation de Gigastorage s'est faite avec l'aide et le soutien des collectivités. L'aménagement des locaux de l'entreprise par exemple a été financé à hauteur de 10 millions de francs par le Conseil général du territoire de Belfort, sans compter les 13 millions de francs de subventions pour les créations d'emplois. Bref, une affaire rondement menée par cet homme d'affaires bien connu de la justice bulgare qui l'a condamné à 1 an de prison pour malversation financière en 1989. Depuis, M. Dimitrov est devenu businessman aux États-Unis. Jacques Toubon a achevé sa visite de 48 heures en Corse en demandant aux magistrats en poste sur cette île d'appliquer, je cite, une justice implacable et incontestable. L'objectif du garde des Sceaux était de redonner confiance aux fonctionnaires de justice passablement inquiets de la montée de la violence politique en Corse et de son impunité judiciaire. Tout de suite un premier bilan de cette visite en compagnie de nos envoyés spéciaux Valérie Hermite, Dominique Bonnet. Le sang qui coule, eh bien ça je trouve que basta. Des magistrats en passant par les femmes corses qui étaient venues l'attendre ce matin à Ajaccio, Jacques Toubon durant ces 2 jours aura eu décidément beaucoup de monde à rassurer. Je vous assure qu'aujourd'hui, sur le port d'armes, on est de plus en plus efficace. Et donc nous et l'élucidation de certains meurtres. Je suis là pour ça, madame. Je suis là pour ça. Police, gendarmes, personnel pénitentiaire, magistrats, le garde des Sceaux n'aura oublié personne durant sa tournée en Corse. Une tournée qui ressemblait fort à une explication de texte. Les uns comme les autres souhaitent savoir quelles sont les intentions du gouvernement. Eh bien, ils le savent très clairement maintenant après la visite de Jean-Louis Debré et la mienne aujourd'hui. Et c'est devant les élus que le garde des Sceaux aura été le plus précis. Je pense qu'est en train de se dessiner pour ce pays ici, pour cette île, un nouvel horizon. Il est clair que sur le chemin de ce nouvel horizon, il ne faut laisser personne au bord de la route.
Pour le gouvernement, la paix en Corse devra donc tenter de se frayer un chemin entre la fermeté et le dialogue. Et un dialogue qui n'exclura personne. Le message est clair, l'optimisme de rigueur, mais l'exercice est difficile. Autre sujet d'inquiétude, l'influence grandissante de certaines sectes. Plusieurs familles ont décidé de retirer leurs enfants d'une école privée de Haute-Savoie, une école soupçonnée d'être infiltrée par certains membres de l'ordre du Temple solaire. Reportage Didier Guyot, Jean-Claude Martin. L'école privée Planète Bleue à Payonnay en Haute-Savoie. Ici, 32 enfants âgés de 3 à 10 ans suivent un enseignement inspiré de la méthode Maria Montessori. Lundi, il n'y aura vraisemblablement plus qu'une douzaine d'enfants présents face à l'institutrice. Les autres ont été retirés de l'école car selon leurs parents, derrière cette façade si accueillante, planerait l'ombre de l'ordre du Temple solaire. Quand on voit les images et on entend les informations diffusées sur la secte et que on a un enfant de 3 ans qui va dans une école de ce style qui est suspectée d'avoir quelques relations, je comprends tout à fait les parents. La directrice de l'école qui habite à côté n'entend pas faire de commentaires et par crainte, aucun parent ne voudra témoigner devant notre caméra. Plusieurs éléments font qu'aujourd'hui cette école est montrée du doigt. D'abord les gendarmes sont venus la surveiller plusieurs fois. 3 personnes de l'association dont l'institutrice sont soupçonnées d'être membres de l'OTS et un jeune garçon mort en 1994 lors du massacre perpétré en Suisse avait été scolarisé ici. Sans oublier qu'à quelques kilomètres se trouvait la maison du gourou Joseph Dimambro. Mais pour le président de l'association, il n'y a aucun lien direct avec l'ordre du Temple solaire. L'association n'a jamais eu aucun lien avec quelconque organisme sectaire et l'enseignement Montessori c'est quelque chose qui est connu dans le monde entier. Tout ce qui se vit à l'école n'a aucun rapport avec une attitude de secte. Laurent Terrier a écrit au procureur de la République afin de lui demander si oui ou non il y avait un réel danger pour les enfants. Mais aucune enquête officielle n'est en cours et il attend toujours une réponse. Du coup, le petit village de Payonnay n'arrive pas à savoir le vrai du faux dans ce climat de suspicion. La politique française et les grandes manœuvres autour de la succession de Valéry Giscard d'Estaing pour la présidence de l'UDF, avec cette petite phrase d'Alain Madelin, l'un des candidats à ce poste. Il y a un accord, dit-il, entre François Bayrou et François Léotard. Une fois toi, une fois moi. Ce n'est plus l'UDF, mais Tournai-Manège. Le maire de Jarnac en Charente, où François Mitterrand a été enterré il y a un mois, a rencontré aujourd'hui son homologue de Colombey-les-Deux-Églises, où repose depuis maintenant 25 ans le général de Gaulle. Les deux hommes ont bien évidemment évoqué les problèmes de toutes sortes liés à la venue massive de fidèles ou de simples curieux sur la tombe d'un ancien chef d'État. Reportage Chantal Kimerlin, Jean-Marc Sursin. En mairie de Colombey, c'est toujours sous l'effigie du général de Gaulle qu'on choisit de se serrer symboliquement la main. Mais c'est derrière la porte close que les maires de Jarnac et de Colombey ont échangé pendant plus de 2 heures des questions et des conseils. Comment organiser le souvenir d'un chef d'État? Ce que nous souhaitions, c'était d'assumer notre tâche dans la discrétion et dans la dignité. Je crois qu'à Colombey, on en a la preuve flagrante que c'est certainement le bon chemin à suivre. Les 2 maires se sont d'abord recueillis sur la tombe du général. Quelques 140 000 fidèles y viennent chaque année. Puis, ils ont par nécessité, mais avec plus de distance, regardé les vitrines des magasins des inévitables souvenirs gadgets. Inquiétude de l'élu, mais les commerçants n'ont pas vraiment de conseils à donner. Moi, je ne peux pas me mettre à la place d'un commerçant qui va vendre du Mitterrand. Moi, je vends du De Gaulle, j'ai représenté le général. Moi, alors le reste, il ne faut pas m'en parler. Je ne peux pas les donner de conseils, hein. C'est 2 choses tout à fait différentes. Vous savez, les marchands, les fabricants se débrouilleront bien pour aller à Jarnac pour leur vendre leurs marchandises. Chacun chez soi, mais entre Colombey et Jarnac, on apprend à mieux se connaître. La preuve, le 8 mai prochain, on inaugurera dans la ville de François Mitterrand la place Charles de Gaulle. Jean-Marie Le Pen est actuellement à Moscou, et cela à l'invitation de Vladimir Jirinovski, le député russe ultranationaliste, qui fête ce week-end ses noces d'argent. L'occasion pour ces 2 dirigeants politiques de célébrer leur union et de faire vœu de fédérer toutes les forces patriotiques, entre guillemets, de l'Atlantique à l'Oural. Reportage de notre correspondant permanent à Moscou, Dominique Derda. $10 la chapka en peau de lapin. Ça serait dommage de s'en priver. D'autant qu'avec ça sur la tête, le premier touriste venu devient comme par enchantement un grand spécialiste de la Russie. Jean-Marie Le Pen n'échappe pas à la règle.
Le chef du Front National est venu à Moscou à l'invitation de son ami Vladimir Zhirinovski qui fête demain ses 25 ans de mariage. C'est un signe du parti. Jean-Marie Le Pen, qui n'a plus froid aux oreilles, peut donc désormais nous dire tout le bien qu'il pense du leader de l'extrême droite russe. Nous sommes dans un pays qui n'a pas l'habitude du débat démocratique, qui est obligé d'en faire l'apprentissage. Alors, quelquefois, ça peut être un peu brut de décoffrage. Hein. Brut de décoffrage, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand un militant ultranationaliste demande à Zhirinovski quelle serait leur attitude commune en cas de Troisième Guerre mondiale, la réponse traduit à la perfection ce qui unit ces deux hommes. Les Français, dit Zhirinovski, enverront leurs immigrés se battre à leur place et nous, on enverra nos Tchétchènes. Les Tchétchènes de Russie contre les immigrés de France. Jean-Marie boira tranquillement. Vous l'avez constaté, nous avons perdu l'image puis le son de ce reportage que nous a envoyé notre correspondant à Moscou, Dominique Derda. Autre chose dans l'actualité, autre voyage, Jean-Paul II qui achève ce soir le 69e voyage à l'étranger de son pontificat et qui est arrivé hier soir au Venezuela. C'est la deuxième visite du pape dans ce pays en l'espace de 11 ans. Parmi les moments forts de cette visite pontificale, un arrêt devant la prison de Katia, un établissement surnommé là-bas l'Enfer et qui a été récemment le théâtre de très violentes émeutes. Reportage de notre envoyé spécial Alain Chalvon. À l'entrée de Caracas, la prison de Katia est un de ces endroits de cauchemar où s'entassent 2000 détenus pour 700 places. C'est pourtant là que le pape a tenu à s'arrêter à son arrivée au Venezuela pour un message symbolique adressé à ceux qui sont derrière les barreaux et dont, a-t-il dit, on doit respecter la dignité. Jean-Paul II a même reçu une pétition portée par un prisonnier libéré le matin même. La prison de Katia n'est pourtant pas un couvent de jeunes filles. Ceux qui sont détenus là sont des criminels chevronnés, de ceux qui contribuent à faire de Caracas l'une des villes les plus dangereuses d'Amérique latine. La visite du pape nous a fait du bien, nous a crié un des détenus à travers les barreaux. Ils espèrent que cela va résoudre leurs problèmes, leur rendre leur liberté, accélérer les procès, que cela va les combler tout à fait. Le message a peut-être été reçu par Jean-Paul II, le sera-t-il par les autorités. Pour le pape en tout cas, il faut combattre le mal de cette délinquance galopante à la base en luttant contre la pauvreté terrible de ces barrios, les bidonvilles de Caracas, où s'entasse la moitié de la population alors que le pays est le troisième producteur du monde de pétrole. Appel en faveur de la dignité humaine pour tous ces prisonniers et surtout pour tous ces pauvres que le Venezuela ne devrait pas avoir. Mais qu'avez-vous fait de vos richesses, a dit en substance le pape aux dirigeants de ce pays qui avouent tout simplement ne pas avoir de réponse. Notre mélangeur étant réparé, je vous propose de voir l'intégralité du reportage de Dominique Derda, notre correspondant à Moscou, sur la visite de Jean-Marie Le Pen à l'invitation de Vladimir Zhirinovski. $10 la chapka en peau de lapin. Ça serait dommage de s'en priver. D'autant qu'avec ça sur la tête, le premier touriste venu devient comme par enchantement un grand spécialiste de la Russie. Jean-Marie Le Pen n'échappe pas à la règle. Le chef du Front National est venu à Moscou à l'invitation de son ami Vladimir Zhirinovski qui fête demain ses 25 ans de mariage. C'est un signe du parti. Jean-Marie Le Pen, qui n'a plus froid aux oreilles, peut donc désormais nous dire tout le bien qu'il pense du leader de l'extrême droite russe. Nous sommes dans un pays qui n'a pas l'habitude du débat démocratique, qui est obligé d'en faire l'apprentissage. Alors, quelquefois, ça peut être un peu brut de décoffrage. Hein. Brut de décoffrage, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand un militant ultranationaliste demande à Zhirinovski quelle serait leur attitude commune en cas de Troisième Guerre mondiale, la réponse traduit à la perfection ce qui unit ces deux hommes. Les Français, dit Zhirinovski, enverront leurs immigrés se battre à leur place et nous, on enverra nos Tchétchènes. Les Tchétchènes de Russie contre les immigrés de France. Jean-Marie boira tranquillement du vin à Paris et moi de la vodka à Moscou. Ensemble, on comptera les morts de chaque côté. Une telle communion d'idées méritait bien un toast. Vladimir Zhirinovski et Jean-Marie Le Pen célébraient aujourd'hui l'union de ce qu'ils appellent les forces patriotiques d'Europe.
Et Zielinowski Wispro. Retour en France avec la fin de la semaine d'action organisée par la CGT pour les salaires, l'emploi, les retraites et le retrait du plan Juppé. Avant le grand rassemblement à Paris, demain après-midi, plusieurs défilés étaient organisés dès aujourd'hui dans une dizaine de villes de province, à Toulouse, à Lille, à Strasbourg, Nancy, Clermont-Ferrand ou encore Grenoble, comme vous le voyez sur ces images. Grenoble où se sont joints à cette manifestation un certain nombre d'habitants de la région de Lamure. Lamure, une petite ville qui connaît de sérieux problèmes d'enclavement routier, qui a vu sa maternité transférée alors que Charbonnage de France a d'ores et déjà programmé la fermeture de la mine. Reportage Agnès Molinier, Jean-François Chevet. La fierté de travailler au fond, ils ne sont plus nombreux aujourd'hui à la partager. La mine de Lamure n'emploie plus que 240 personnes contre 3000 il y a 30 ans. Elle doit fermer dans un an. Aux plus vieux, la direction propose la retraite. Aux plus jeunes, la mutation à Gardanne. On sera déraciné, puis on accroché ici. Je trouve qu'on ne devrait pas prendre des gens comme ça pour des numéros, quoi. Les envoyer là, et en sachant pertinemment que d'ici 2-3 ans, il faudra encore recommencer. En 25 ans, les emplois perdus dans la mine n'ont pas été compensés, malgré les subventions pour implanter d'autres sociétés. Alors sur le plateau de la Matésine, les habitants savent que leur sort dépend de celui des mineurs. C'est quand même dur d'un moment donné de dire, il n'y a plus d'avenir sur le plateau, il y a les lacs, il y a la montagne, il y a tout. Il faudra vivre en bas, et où en bas, s'il y avait encore des emplois. Si la mine s'arrête, des classes sont menacées et tous les services publics avec, comme la maternité fermée il y a 1 an. Une étape de plus dans l'isolement. Déjà, je ne savais pas où j'allais accoucher, puis j'ai accouché dans des conditions abominables, quoi. Je suis arrivée à la maternité, 10 minutes après, ça a fermé. Donc j'étais obligée de descendre à Sud, à peu près le même temps qu'aujourd'hui. Donc on a mis... Voilà, vous le constatez, le mélangeur fait une nouvelle fois des siennes, et ce n'est pas du tout une blague. Nous avons des petits problèmes en régie avec cet instrument démoniaque. Le dicton du jour à la Saint-Arnaud, Cocorico. La France est en effet qualifiée cet après-midi à Besançon pour les quarts de finale de la Coupe Davis de tennis, bien sûr, et cela grâce à la victoire cet après-midi en double de Guy Forget et de Guillaume Raoult aux dépens de la paire danoise. L'année 96 devrait voir l'explosion du CD-ROM avec des ventes estimées à 3 millions d'unités, soit 3 fois de plus qu'en 94. À l'occasion du MILIA, le marché de l'édition et des nouveaux médias, Jean-Pierre Elkabbach a confirmé la volonté de France Télévisions d'intensifier, de diversifier l'interactivité et le multimédia. France Télévisions devrait lancer une trentaine de CD-ROM d'ici l'an 2000. Reportage à Cannes, Patricia Charnollet, Patrick Voix. Si vous rêvez de trouver vous-même le trésor de Fort Boyard, vous pourrez jouer à l'aventurier avec ce CD-ROM. France Télévisions est ainsi entrée dans l'univers du multimédia. D'autres produits sont proposés, comme l'histoire du cinéma. Cela montre le désir de la télévision publique de mettre à la portée de tous les nouvelles technologies. C'est une manière pour nous d'aider la place des images françaises dans le monde, c'est-à-dire d'aider la langue française, la culture française et tous les créateurs. 45 pays sont représentés à Cannes. En France, les micro-ordinateurs ont fait une percée depuis quelques mois. Plus de 11% des familles sont équipées. Principale motivation d'achat, les CD-ROM. Des jeunes venus du monde entier présentent leurs projets dans l'espoir de trouver un éditeur. Le Benjamin est un jeune lycéen, cannois. Guillaume a 15 ans et demi. En 5 mois, il a créé un livre interactif. J'ai conçu ce projet car il ramène la lecture à sa juste valeur, il la glorifie si on pourrait dire, car j'aime la lecture et j'ai voulu le faire passer dans ce document. Si vous n'êtes pas convaincu par ces technologies, ce seront peut-être vos enfants qui vous feront connaître ce nouveau monde, à moins que d'autres motivations ne vous y entraînent. Bonjour, je m'appelle Niki. Je suis très loin de toi, mais j'ai besoin de toi. J'aimerais bien que tu m'aides. Restent 2 obstacles à cette nouvelle culture. Le coût, 320 francs en moyenne pour un CD, 10 000 francs pour un ordinateur, et le maniement qui est encore complexe.
Télévision toujours, avec l'ouverture officielle ce soir du 29e Festival international de Monte-Carlo, présidé par le prince Albert de Monaco, qui sera dans quelques instants notre invité en direct de Monte-Carlo, en compagnie également de Géraldine Chaplin, l'une des héroïnes de la série télévisée présentée en avant-première ce soir à Monte-Carlo, une série de 2 fois 2 heures adaptée des voyages de Gulliver de Jonathan Switch, une série qui a fait un véritable malheur aux États-Unis avec 56 millions de téléspectateurs pour la deuxième partie, la meilleure audience là-bas depuis 6 ans. Une série qui sera diffusée très prochainement sur France 2. Tout de suite, un petit extrait des aventures de Gulliver. The island jumped to a horrible halt for an instant, and the two opposing magnates sent a hurtling jackals. Again. That totally vindicates my decision not to act in haste. By waiting, the problem has solved itself. Interesting. Dans un instant, nous retrouverons le prince Albert, président de ce 29e Festival international de Monte-Carlo, qui va donc proposer durant 5 jours des compétitions de téléfilms, de séries, mais aussi de programmes d'actualité, avec entre autres l'adaptation sur France 2 des Allumettes suédoises de Robert Sabatier. Prince Albert, bonsoir. C'est la 29e édition de ce festival de télévision avec, de votre part, vous présidez cette cérémonie, de votre part la volonté, en quelque sorte, de présenter de plus en plus de films inédits. Je suis obligé d'amener une précision, cher Bruno Mazur, c'est le 36e festival de télévision de Monte-Carlo. Bien sûr, nous essayons chaque année de présenter les meilleurs films possibles. Nous faisons une sélection assez rigoureuse de films qui nous viennent du monde entier. Nous présentons cette année en compétition 20 films donc, dans la catégorie fiction, 20 mini-séries et plus de 60 sujets d'actualité qui seront présentés au jury Presse Actualité. Avec donc un festival qui s'ouvre chaque année davantage au public, puisque la plupart de ces films et de ces téléfilms sont visibles par le grand public, comme l'on dit. Absolument, nous avons des soirées de projection publique. Le public peut venir bien sûr pendant la journée, nous avons des salles qui leur sont réservées, mais ils viennent volontiers le soir où ils découvrent des films qui sont en compétition, puis d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont des très beaux films. Et ces soirées publiques ont toujours un très grand, sont très suivies. D'un mot, quel est votre avis de téléspectateur moyen? Comment jugez-vous la télévision si vous la regardez? Ben oui, je la regarde bien sûr comme tout le monde. J'ai grandi un petit peu avec la télévision, comme toute personne de ma génération. Je ne la regarde pas toujours à des heures qui sont des heures de prime time. Je la regarde tôt la journée ou tard le soir. Donc, je n'ai pas toujours un œil très objectif, mais c'est vrai qu'il y a une grande inégalité, je trouve, dans la qualité de certains programmes et de certaines émissions. Un dernier mot, parce que dans un instant nous allons revenir avec Géraldine Chaplin sur les aventures de Gulliver. L'année prochaine, la Principauté de Monaco va célébrer les 700 ans de l'arrivée de la famille Grimaldi sur le Rocher. Vous avez prévu un certain nombre de manifestations sans tomber dans les excès médiatiques et notamment une fresque signée Robert Hossein, c'est ça? Oui, nous aurons plusieurs événements, mais je crois nous nous dirigeons vers 3 événements un petit peu phares. Le premier sera le 8 janvier, puisque c'est une date historique, puisque le 8 janvier 1297,
notre ancêtre François Grimaldi a repris la forteresse de Monaco aux Génois. Donc il faut célébrer cet événement-là. Et puis plus tard, dans l'été, comme vous venez de le dire, nous avons demandé un petit peu à Robert Hossein de nous imaginer un spectacle qui, ma foi, je pense, sera inédit et créera un petit peu une surprise. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Et puis, bien sûr, une autre manifestation en fin d'année qui, elle, ponctuera cette année septentenaire. Merci Prince Albert. Je vous propose de revenir au Voyage de Gulliver, donc le film qui va ouvrir ce festival de télévision de Monte-Carlo, une adaptation complète et tout à fait fidèle sur une durée de 4 heures. C'est pourquoi d'ailleurs le producteur a voulu en faire un téléfilm et non pas un film de cinéma. Alors on l'a dit, pléiade de vedettes pour ce téléfilm, parmi lesquels Peter O'Toole, Omar Sharif et bien sûr Geraldine Chaplin qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Alors l'action se passe dans l'île de Laputa, dirigée par un Raja et un groupe d'intellectuels. Et puis Gulliver atterrit dans le lit de l'impératrice Munodi. Et l'impératrice, c'est vous. L'impératrice, c'est moi. Et Gulliver atterrit d'une façon il est catapulté dans mon lit. Et je fais le rôle d'une impératrice très gentille, une très gentille impératrice qui l'invite à prendre le thé. Nous prenons le thé ensemble et nous parlons un petit peu. Elle a des problèmes avec son mari, avec son fils. Et elle aimerait bien qu'il reste, ce gentil monsieur Gulliver, mais il part. Alors il faut rappeler que les Voyages de Gulliver, c'est un roman satirique qui est féroce, c'est une véritable satire politique et pas uniquement un livre pour enfants. On le découvrira très bientôt sur France 2. Non, c'est une satire politique qui est absolument vraie aujourd'hui. Ce film est extraordinaire. C'est aujourd'hui comme c'était quand Swift l'a écrit. Il y a, je sais pas, et les effets spéciaux dans le film sont incroyables. On dirait pas du tout des effets spéciaux. On dirait que c'est vrai. Je sais pas comment ils ont fait ça. Et je pense que c'est pour ça que le producteur, il a attendu pendant 7 ans pour le faire. Il a eu des offres pour le faire comme un film, mais non, il voulait faire les 4 parties, les 4 voyages de Gulliver. Il a eu des offres pour le faire avec un moins grand budget, non. Alors c'est une vraie super production pour la télévision. Et c'est hallucinant, c'est tout ce que je peux dire. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Bien, merci beaucoup Geraldine Chaplin. Les téléspectateurs de France 2 vont bientôt donc pouvoir découvrir sur leur petit écran les aventures donc de Gulliver. Je vous propose de terminer ce journal en revenant sur l'événement du jour, l'attentat à Londres revendiqué cet après-midi par l'IRA. Je vous propose tout de suite de retrouver en direct de Belfast notre envoyée spéciale Dorothée O'Lyric. Dorothée, les habitants de l'Ulster sont en quelque sorte revenus 25 ans en arrière. Quel est ce soir l'état d'esprit en Irlande du Nord ? Oui, ici à Belfast, l'annonce de l'attentat à Londres a été un choc terrible. Hier soir, les rues, les pubs, les bars, tout s'est vidé et c'était un petit peu comme si la peur reprenait ses droits d'un coup, comme ça à Belfast. Il faut dire que pendant 17 mois de cessez-le-feu, l'Irlande du Nord avait repris une vie normale, sans contrôle, sans patrouille, sans la peur des attentats. Et en 25 ans, c'était la première fois qu'il y avait cette période de calme et de cessez-le-feu. Et il faut rappeler quand même que cette guerre civile en 25 ans a fait 3500 morts et 32 000 blessés. Alors j'ai pu discuter un petit peu avec des Irlandais, des catholiques notamment. Alors il y a 2 sortes de réactions. Il y a ceux qui espèrent que ça va s'arranger, que ce n'est qu'un incident, que le processus de paix va repartir. Mais il y a aussi une femme qui m'a dit « Je pense que de mon vivant, je ne connaîtrai pas la paix dans ce pays et j'espère que mes enfants auront cette chance, mais je n'en suis pas sûre. » Vous voyez, il y a beaucoup de pessimistes et de pessimisme ce soir ici, mais on attend pour voir si ce n'est qu'un incident ou si ça peut devenir encore un regain de violence ici. Merci Dorothée. Nous reviendrons bien sûr sur cet événement dramatique dans le dernier journal vers minuit et demi en compagnie de Florence Daucher après le bêtisier du samedi et les enfants de la télé. Demain, dès 7 h, n'oubliez pas votre rendez-vous avec Catherine Sellac et Bruno Roger-Petit pour Thé ou Café, invité matinal dominical, le chanteur Yves Simon et à midi, l'émission de Michel Cotta, Polémique avec le gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, et 2 débats sur les grandes surfaces et sur la violence à la télévision avec un tas d'invités très intelligents. Dans quelques secondes, un rappel météo signé Nathalie Riouet. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dimanche dès 13 h. Excellente soirée, merci.